Bonjour à tous, nous sommes donc mardi 26. Comme prévu, voici le cours sur le discours direct, donc on est page 58. Alors désolée pour, les soucis de son d'hier. En fait, c'est vraiment compliqué de filmer une vidéo, voilà, j'avais pourtant fait des essais de son où il n'y avait pas d'écho évidemment et voilà. Bref, donc je peux pas tout réenregistrer toujours, j'ai pas toujours le temps. Donc aujourd'hui, j'ai un autre système, un Xième système, donc je ne sais pas si ça va marcher. On verra bien. Pour l'instant, c'est facile, c'est le cahier d'exercice. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au discours direct et au discours indirect maintenant, fin de l'année? Bien parce que c'est quelque chose qui a un rapport avec les dialogues, donc tant qu'on est sur le théâtre, on est à peu près, en harmonie. C'est aussi dans les transformations du discours direct vers le discours indirect, c'est quelque chose de très classique dans les questions du brevet des collèges. Donc là, on aborde la partie, vraiment hyper facile. C'est de la révision pure, c'est plutôt, j'ai mis ça pour, jeudi. Voilà, jeudi, on étudiera la partie discours indirect. Donc ce qu'on appelle le discours direct, ce sont les paroles rapportées directement, c'est-à-dire telles quelles. Heu et donc on peut avoir ça dans un dialogue ou simplement juste une phrase, entre guillemets. Donc voilà, on vous dit, ça imite, l'oral, donc c'est exactement le discours rapporté tel qu'il a été dit de façon imaginaire si on est dans un texte, de roman, par exemple. Alors du coup, qu'est-ce qu'on trouve des verbes majoritairement au présent, passé composé, futur, impératif, donc qui sont des temps, ou des modes qu'on emploie à l'oral. Les pronoms personnels et les déterminants associés, majoritairement de la première et deuxième personne, donc tu et je et tu, nous et vous. On trouve les 4 types de phrases sans problème, mais dans les dialogues, on va avoir bien une dominante, des phrases expressives parce que théoriquement, si on place un dialogue, c'est peut-être justement pour que nous, lecteurs, on soit, vraiment dans la vie des personnages et dans ce qui se dit. Donc on imagine un dialogue parce qu'il y a, une question à régler, une argumentation, donc on va avoir pas mal de phrases interrogatives et exclamatives, comme on vous le montre dans l'exemple ici. Alors ensuite donc, comment est-ce qu'on introduit ces paroles rapportées directement, donc telles qu'elles ont été prononcées, dans le cadre d'un récit? Donc ça n'est évidemment pas ce qu'on retrouve dans le théâtre, hein, justement, on va bien voir la différence. Donc le dialogue dans un récit, c'est la majorité de ce qu'on lit en général. On va avoir bien entendu les 2 points, les guillemets, les tirets et puis les virgules qui séparent donc ce qui a été dit du fameux verbe de parole qui peut être dit-il, répondit-il, s'exclama-t-il, et cetera. Voilà, les verbes introducteurs de parole ou verbes de dialogue, eux, ils sont derrière cette fameuse virgule. Alors, eux sont conjugués au temps du récit. Hein, je vous ai dit spontanément, dit-il, répondit-il, s'exclama-t-il. Je vous rappelle que dit-il, c'est aussi bien du présent que du passé simple, hein, c'est la même forme. Donc là, plutôt passé simple. Ils vont être au temps du récit et la majorité des récits étant au passé, ces verbes de parole seront donc au passé, passé simple en général. Ils peuvent être placés devant, au milieu ou à la fin. C'est ce qu'on vous dit là, hein, des paroles rapportées. Donc, en début, il dit, deux points, ouvrez les guillemets, oh, comme il fait beau aujourd'hui. Ou bien on peut avoir un tiret, comme il fait beau aujourd'hui, dit-il, nous allons sortir. Donc là, c'est au milieu. Ou bien donc, classiquement, à la fin. Ces verbes donc introducteurs de parole, à quoi servent-ils? On vous dit bien à distinguer les interlocuteurs, c'est-à-dire ceux qui parlent. On peut constater que très souvent, il manque. Vous ouvrez n'importe quel roman, vous prenez un dialogue, on va avoir quelques verbes de parole par-ci par-là, mais pas beaucoup. Pourquoi? Parce que s'il y a 2 personnes qui parlent, seulement, nous lecteurs, on comprend que s'ils sont nommés, au début, ensuite les tirets nous permettent de comprendre l'alternance, on n'a pas besoin, qu'on nous dise à chaque fois qui parle. En revanche, ils peuvent être intéressants parce qu'ils vont, moduler la façon enfin nous donner une idée de comment est modulée la façon dont on parle, avec des verbes précis comme crier, gémir, hurler, murmurer, par exemple, ce qu'on a là. Le verbe dire, c'est vrai que ça sert à rien de le mettre à toutes les sauces parce qu'il n'apporte aucune précision, alors que si c'est crier, hurler, vociférer, là déjà, ça paraît utile parce que ça va nous donner une indication, de, comment cette personne a parlé et du coup comment nous on imagine la personne en train de le dire.
Voilà, donc quand on a beaucoup de personnages qui parlent, il faut absolument mettre les verbes de dialogue, sinon on ne sait plus qui parle. Quand on a un très long dialogue, il faut en mettre régulièrement, peut-être pas à chaque phrase. Et donc surtout, on va éviter, hein, si je vous demandais une rédaction par exemple, on va éviter le verbe dire au maximum, parce que c'est ce qu'il y a de plus banal. Si on l'emploie, alors on va essayer de préciser. Dit-il dans un souffle? Dit-il interloqué? Voilà, on va essayer de le préciser pour le rendre moins banal de ce fait. Là, on vous précise une petite chose de typographie. Donc, après le point d'interrogation ou d'exclamation qui fait partie du dialogue, on n'ajoute pas de virgule entre la partie parler et le verbe de parole, et on ne mettra pas non plus de majuscule au verbe de parole. Alors tout ça, ça va se voir dans les exercices. C'est pour ça que donc, je vais vous demander de les faire. Donc vous allez faire le 1 en répondant aux questions ici. Voilà, mais pas beaucoup de difficultés, hein, c'est un petit texte d'analyse. Ensuite, donc le 3, on vous demande de rétablir la ponctuation justement. Donc là, vous allez voir quand est-ce qu'il faut absolument mettre une virgule ou pas, une majuscule, etc. On verra ça avec la correction notamment. Ensuite, voilà un exercice intéressant. Là, vous avez le texte sans mise en page, ce qu'on fait en 6e quand on ne sait pas comment faire un dialogue. Là, on vous demande de le réécrire en remettant la bonne mise en page. Donc, il va falloir aller à la ligne, fatalement. Et puis, bien sûr, les tirets, les guillemets, etc. Alors, sur les tirets, les guillemets, il y a plusieurs écoles. Le plus strict, c'est que quand on ouvre les guillemets au tout début, théoriquement, on ne met pas de tiret. Parce que le tiret ne doit être mis que quand on change de personnage qui parle. Donc, logiquement, vous devriez avoir un guillemet, une ouverture de guillemets au tout début, votre phrase, et le tiret n'arrive que quand le deuxième personnage s'exprime. Maintenant, si vous mettez des tirets partout, franchement, moi, c'est pas moi que ça va déranger. Les guillemets, théoriquement, ils s'ouvrent au début du dialogue, ils se ferment à la toute fin, mais on peut trouver aussi des gens qui les ouvrent et qui les ferment un petit peu partout, c'est-à-dire à chaque fois qu'on a un dit-il, dit-elle, comme c'est le récit qui reprend, théoriquement, on pourrait presque fermer les guillemets de part et d'autre, enfin, les fermer d'un côté, les rouvrir de l'autre. Bon, seulement cette optique-là, eh bien, dans cette optique-là, on met des guillemets partout. Donc c'est pour ça que le plus classique, c'est d'avoir des guillemets simplement au tout début et à la toute fin du dialogue. Par contre, si dans votre dialogue, vous mettez 2-3 phrases de récit, alors là, on est quand même forcé de fermer les guillemets à la fin de votre dialogue, de mettre vos 2 phrases de récit et de les rouvrir, même si c'est votre dialogue qui continue un petit peu. Si vous l'avez interrompu par 2-3 phrases de récit, il faudra fermer et rouvrir les guillemets. Ensuite, ici, donc, on vous met... oh, tiens, il y a un bug là. Ah oui, ça s'affiche pas bien. Bon, c'est pas grave. Donc, vous devez mettre correctement les verbes dans le bon sac. Et puis enfin, on vous demande de rédiger un petit dialogue. Donc ça, il faut vous astreindre à le faire, hein, même si je ne peux pas vous corriger, mais en classe, je ne vous aurais pas corrigé individuellement non plus, hein, donc ça ne change pas grand-chose. Astreignez-vous à le faire pour ne pas perdre la main sur votre écriture. Donc voilà pour le discours direct. Donc vous voyez, c'est de la révision essentiellement. Alors, ce qui est intéressant, c'est donc de comparer le discours direct qui va se trouver dans un récit, donc avec des guillemets. Donc on imagine, on est chez Victor Hugo et hop, il a besoin de faire parler Cosette et la Thénardier. Et donc ça, c'est une disposition tout à fait différente de ce qu'on trouve dans le théâtre. Donc ici, on est chez Cyrano. Je vais agrandir un peu. Voilà. Oula, non, pas du tout. Et donc, on voit bien que dans le théâtre, on ne s'encombre ni avec les tirets, ni avec les guillemets, encore moins avec les verbes de parole, dit-il, dit-elle, etc. On a devant la tirade le nom du personnage. Alors c'est une convention évidemment qu'on comprend aisément. Ça encombrerait complètement la lecture de la pièce de théâtre et surtout l'apprentissage, hein. Imaginons que vous soyez le comédien qui doit apprendre son texte. Si on avait des dit-il, dit-elle partout, ce serait infernal. Donc, la bêtise à ne pas faire au brevet, on va dire, si on vous demandait de rédiger un dialogue, ce serait de faire ce type de dialogue. En général, ce qu'on trouve chez les copies mal faites, on trouve les noms des personnages dans la marge, pas quand même répartis comme ça, et ce qu'ils disent à côté. Donc ça, c'est totalement à bannir, ça n'est pas ce qu'on appelle un dialogue. En revanche, si on vous demandait d'écrire une scène théâtrale,
c'est très peu probable, mais on ne sait jamais. Alors là, vous auriez droit à cette mise en forme. Voilà donc pour le dialogue. Alors du coup, j'enchaîne justement avec la tirade du nez donc, dont nous devons faire l'analyse. Alors, il y a ce qu'on peut appeler une petite tirade du nez et la grande tirade du nez proprement dite. Donc ce qu'on va regarder là, c'est la petite tirade du nez. Voilà, donc je vous l'ai montré hier, alors avec l'écho, c'était épouvantable, mais la première fois que vous avez écouté le passage normalement sur ma première vidéo où je n'avais mis que la scène, ça devait aller mieux. Donc on a Cyrano qui a réussi à déjouer Montfleury, qui a dû s'en aller. En gros, il a rendu les armes terrifiées. Il y a des gens qui sont contents, qui applaudissent au génie parce que Cyrano s'est payé la tête de Montfleury. Il y en a d'autres qui disent, mais enfin quand même, vous avez annulé cette pièce, c'est scandaleux. Bref, donc c'est la foire sur scène. Et certains disent, mais quelle audace, comment vous pouvez faire une chose pareille? Et Cyrano dit, mais pas de problème, moi de toute façon, s'il y a un souci, je sors mon épée et c'est fini. Et pour couper court, parce que ça l'agace, il va appliquer son truc favori, la mauvaise foi, en disant, voilà ici, tournez les talons, donc c'est ça hein, quand j'entends pour couper court à la conversation, mais tournez ou dites-moi pourquoi vous regardez mon nez. Donc voilà, cette tirade, elle sort d'absolument nulle part. Le pauvre fâcheux, il n'avait absolument rien demandé à personne. Son nom du fâcheux, on n'en a pas parlé, il pourrait être traduit par... pardon. Celui qui vous cherche des poux, en fait. Celui qui vous enquiquine, qui vous ennuie. Donc là, il enquiquine Cyrano à lui poser des questions. Ah, mais alors, vous n'avez pas de protecteur. Ah, mais vous osez des trucs, c'est pas possible. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est nommé le fâcheux. C'est vis-à-vis de Cyrano. Et donc Cyrano, on le fâche assez rapidement, puisqu'il suffit, comme vous voyez, de lui poser quelques questions un peu stupides du genre « Ah, vous n'avez pas de protecteur ?» et ça le met directement en rage, surtout si on insiste un petit peu. Et donc, quoi de mieux que de parler de son propre nez? Donc, tout le monde sait que c'est un handicap tellement il est grand. Donc forcément, vu le personnage de Cyrano qui a la langue bien pendue, une fois qu'il a dit ou dites-moi pourquoi vous regardez mon nez, alors là c'est la fin du monde parce que si nous sommes le fâcheux, on ne sait plus sur quel pied danser. Quoi qu'on dise, de toute façon, on sait qu'on va s'en prendre plein la tête. Et c'est exactement ce qui arrive. Et vous avez la didascalie ahurie. Qu'a-t-il d'étonnant? Votre grâce se trompe. Et donc là, on voit bien que le fâcheux, tout d'un coup, lui donne à Cyrano un titre de noblesse que Cyrano n'a absolument pas. Donc là, il est dans l'exagération pour lui lancer des fleurs, on va dire, mais c'est là que rien ne marche avec Cyrano. Si vous lui lancez des fleurs, il n'aime pas ça. Et si vous êtes trop direct avec lui, il n'aime pas ça non plus. Donc là, on a pas mal d'autodérision, ce qui est un autre trait de caractère de Cyrano avec la mauvaise foi. Est-il molle les ballons, monsieur, comme une trompe, trompe d'éléphant? Là, le trait est génial. C'est pour ça que vous voyez, en fait, avant la tirade du nez qu'on connaît tous, il avait préparé le terrain. Il s'était déjà moqué de lui. C'est-à-dire que cette tirade, en fait, elle est très très longue. Je n'ai pas, donc l'autre ne peut même pas articuler, ou crochu comme un bec de hibou, donc bec de hibou, ce qui n'est pas très élogieux. Donc l'autre est toujours empêché de parler. Y distingue-t-on une verrue au bout? Donc attention, hein, il faut vraiment bien voir la gradation. Trompe, bec de hibou, verrue au bout. Donc là, on est sur le nez de la sorcière. Mais l'autre ne peut donc toujours pas parler. Ou si quelques mouches appalant s'y promènent. Donc là, la mouche, c'est quand même pas beaucoup mieux que le nez de sorcière. Qu'a-t-il d'hétéroclite? Donc hétéroclite, ça veut dire quelque chose qui est fait de bric et de broc. Oh, donc vous remarquez, encore impossible de parler pour le fâcheux. Est-ce un phénomène? Et là, ouf, le fâcheux va réussir à placer une phrase complète. Mais d'y porter les yeux, j'avais su me garder. Donc là, le fâcheux pense s'être sorti de la situation. Non, 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 monsieur, ne vous inquiétez pas, je ne regardais pas votre nez, puisque Cyrano vient de dire j'ai un nez horrible, bec de hibou, bec de sorcière, enfin nez de sorcière, etc. Et en fait, bien entendu, hop là, volte-face, c'est ça la verve. Eh bien, il l'avait déjà cloué sur place en disant comment ça, vous regardez mon nez, il est trop moche, ne le regardez pas. Et au moment où il dit non, 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 je ne le regarde pas, paf, il s'en prend plein la tête, mais dans l'autre sens cette fois-ci. Et pourquoi, s'il vous plaît, ne pas la regarder?
Et on est reparti dans le même jeu. Le fâcheux ne peut pas parler. «J'avais monsieur, monsieur», voilà. Et Cyrano, lui, c'est quasiment, c'est un flot de paroles ininterrompu. Il vous dégoûte alors, malsaine vous semble sa couleur, sa forme obscène, mais pas du tout, et cetera, et cetera. Jusqu'au comble, donc là, dans cette scène, il y a bien sûr une gradation. D'abord, on monte un premier plan sur le côté, «Mon nez est moche». L'autre lui dit: «Non, non, non, je ne le regarde pas». Ah! Donc on continue à monter, mais avec une deuxième idée qui est, mais donc pourquoi ne pas le regarder? Il vous dégoûte, sa forme obscène, et cetera. Et ensuite, on atteint le paroxysme au moment où on a le «Oh là! Énorme mon nez». Donc, pourquoi donc prendre un air dénigrant? Peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand. Et là, évidemment, c'était la phrase à ne pas dire. Je le trouve petit, tout petit, minuscule, avec un beau rythme ternaire. Hein, comment m'accuser d'un pareil ridicule? Petit mon nez! Oh là! Donc ciel, là on l'entend même pas hein, sur la scène. Le fâcheux là, il doit rentrer 6 mètres, 6 mètres sous terre, et donc c'est là qu'il veut aussi faire énorme mon nez. Donc là, on a déjà une petite tirade du nez qui va annoncer la grande, hein, qui sera adressée non pas au fâcheux, mais à Valvert. Et donc là, il va adresser pardon, à son adversaire le fâcheux une série d'adjectifs. Là, vous avez donc pas mal d'énumérations. Ville Camus, sot camard, tête plate, donc des insultes qu'on n'utilise plus aujourd'hui, mais que vous pouvez tout de même engranger. Et donc, il va affubler le fâcheux de ces adjectifs, et lui, à l'inverse, donc en miroir, hein, en antithèse, il se donne une énumération de tout ce qui est positif. Hein. Apprenez que je m'enorgueillis d'un pareil appendice. Là, on a une belle périphrase. L'appendice, c'est ce qui finit un objet, c'est le bout en fait. Donc l'appendice qu'on a dans le ventre, c'est parce qu'elle est au bout du ventre, si on peut dire. Donc là, l'appendice, c'est le nez, bien sûr, le bout du visage. Attendu qu'un grand nez est proprement l'indice, alors là voilà l'énumération, d'un homme affable, bon, courtois, spirituel, libéral, courageux, tel que je suis. Et hop là, et tel qu'il vous est interdit à jamais de vous croire, donc là on a une belle structure parallèle, et les insultes redémarrent, déplorable maraud, car la face sans gloire, donc c'est la sienne, hein, le visage, hein, la face c'est le visage, que va chercher ma main en haut de votre col, est aussi dénué. Et là, on reprend, hein, donc il a traité de déplorable maraud, maintenant il dit qu'il est dénué, c'est-à-dire privé de fierté, d'envol, de lyrisme, de pittoresque, d'étincelle, de somptuosité, de nez, enfin. Donc là, hop là, l'énumération continue. Vous avez vu à quelle vitesse Vuillermoz déblatère tout ça. C'est pour ça aussi qu'il est bon de regarder un petit peu le texte ensemble tranquillement sans la vidéo. Donc vous pouvez suivre évidemment sur vos livres, hein, mais là je vous l'affiche par commodité. Donc une autre énumération, donc il dit que le fâcheux n'a pas tout ça, et en creux, en implicite, il faut lire bien sûr que lui, Cyrano, il a tout ça. Il a la fierté, l'envol, le lyrisme, le pittoresque, l'étincelle, la somptuosité, le nez, bien sûr, c'est lui, puisqu'on a un nez majuscule là. Voilà. Et enfin, donc, il parlait de sa main, je vous rappelle, hein, que celle que va chercher ma botte en bas de votre dos, paf, il lui donne un coup de pied. Donc le fâcheux, là, le pauvre, il n'en peut plus, surtout que Cyrano continue, avis au badaud qui trouverait plaisant mon milieu de visage, nouvelle périphrase. De toute façon, des périphrases concernant son nez, il y en a plein le texte, et on va en voir d'autres dans la grande tirade du nez. Oui, pardon, je continue. Avis donc au badaud qui trouverait plaisant mon milieu de visage, et si le plaisantin est noble, mon usage est de lui mettre, avant de le laisser s'enfuir, par devant et plus haut, du fer et non du cuir. Là, on a deux très belles métonymies, et je m'arrête un petit peu là-dessus pour que vous compreniez bien. Là, le plaisantin, c'est le fâcheux. Il n'est pas noble, donc Cyrano lui a mis un coup de pied aux fesses. Le cuir, c'est donc sa botte, et sa botte est partie dans son popotin. Alors que donc il dit, si le plaisantin est noble, son usage, c'est-à-dire ce que fait Cyrano d'habitude, c'est qu'il lui met par devant et plus haut, c'est-à-dire au niveau du cœur, et non pas des fesses, du fer. Donc là, c'est une allusion non déguisée à une provocation en duel. Donc en gros, il lui dit, toi, tu t'en tires bien, je t'ai botté les fesses, mais bon, si tu avais été noble, c'était autre chose. Et évidemment, à quoi est-ce qu'on pense? On pense que Edmond Rostand, qui est vraiment un magicien des mots,
Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, parce que vous manquez de points de comparaison, vous êtes encore jeune et c'est normal, mais à quel point cette pièce est admirablement construite. Le nombre de vers, je crois que je vous l'avais écrit 26 000, c'est colossal et tout est finement, enfin les engrenages s'emboîtent parfaitement. Donc pourquoi est-ce qu'il a cette petite tirade-là qui est magnifique avec ces 2 métonymies du fer et non du cuir? C'est parce que juste après, vous le savez, Valvert va se faire embrocher. Parce que lui, Valvert est noble et lui, il va avoir droit au fer, donc par devant et plus haut. Justement, donc, hop là, les engrenages infernaux sont bien mis et Cyrano a pris dans ses filets le seul orgueilleux qui pouvait passer par là. Il se trouve que c'est Valvert et ça tombe bien puisque Valvert, je vous le rappelle, est un rival de Cyrano dans l'amour qu'il porte à Roxane, un des nombreux prétendants. En touchant Valvert, en plus, il va faire coup double, puisque bien entendu, il touche de Guiche. Hein, vous vous rappelez, Valvert, c'est vraiment l'homme de paille, comme on dit, c'est-à-dire la marionnette que téléguide de Guiche. D'ailleurs, de Guiche, donc, descendu sur la scène, hein, ils descendent des balcons, mais à la fin, il nous ennuie. Le comte de Valvert, il fanfaronne. Personne ne va donc lui répondre. Donc là, une perche tendue, peut-être pas au vicomte, mais malheureusement, c'est le vicomte qui l'a saisi. Personne, attendez, je vais lui lancer un de ses traits. Et il s'avance vers Cyrano qui l'observe, donc Didascalie, se campant devant lui d'un air fa. Alors on prononce ça comme ça, fa, ça veut dire d'un air satisfait et content de lui. Donc malheureusement, il va lui sortir une vanne tellement nulle que ça va contraster énormément avec l'air fa. Donc vous verrez, le comédien qui joue Valvert est très bon, hein, parce qu'il joue le loser complet. Je suis très fier et je sors une tirade complètement nulle. Vous avez un nez, en plus il bafouille, un nez, il se répète, très grand, et donc Cyrano gravement très. Vous voyez, les didascalies sont vraiment importantes. Hein. Le vicomte riant, donc c'est là qu'on a pitié pour lui, parce qu'en plus il est satisfait de sa réplique qui est nulle. Ah, donc le A doit être prononcé très, très fier. Cyrano imperturbable, c'est tout. Donc là, le vicomte ne comprend même pas, mais, et hop là, on enchaîne sur la fameuse tirade qu'on va donc réécouter. Alors, j'espère que ça va fonctionner. C'est parti. Oui. Attendez, je vais lui lancer un de ses traits. Vous, un nez très grand, crâne. Ah, c'est tout? Mais... Oh non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le sang que je me l'amputasse. Amical, mais je dois tremper dans votre tasse. Pourquoi faites-vous fabriquer un nappe descriptif? C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que, paternellement, vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent! Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sortez du nez, sans qu'un voisin ne crie « Au fond de cheminée !» Prévenant! Gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre! Faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant! L'animal seul, messieurs, qu'Aristophane appelle hippocampe pénétrante camélos, dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Cavalier, bon ami, ce coup est à la mode. Pour prendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Oh, fatigue! Aucun vent ne peut les magistrales t'enlimer tout entier, excepté le Mistral. Dramatique, c'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif pour un parfumeur qu'un enseigne. Lyrique, est-ce une conque et de vous intrigue-t-on? Naïf, ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux, souffrez, monsieur qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard, allez,
des coqs navets géants, ou pas un coq molon nain. Militaire, pointez contre cavalerie, pratique. Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodie en pirate, en un sanglot. Le voilà donc, ce nez qui des traits de son maître a détruit l'harmonie. Il en rougit. Le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un... Ah, ben ça coupe tout seul. Bon, ben voilà, comme vous voyez, c'est vraiment compliqué pour moi de filmer des vidéos. Donc là, mon disque dur externe ne veut plus fonctionner. Donc, eh bien, c'est pas grave, hein. On va se lire la fin. Hop. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, ô le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les 3 qui forment le mot sot. Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les sers moi-même avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Et donc là, on sait, on l'a vu hier, que De Guiche le vicomte, pardon, est tremblant. De Guiche se dit mince alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis le doigt, j'aurais jamais dû le provoquer, etc. Voilà, donc on va regarder maintenant la scène de plus près. Donc déjà, au niveau des alexandrins, vous avez dû remarquer qu'ils sont tout coupés. C'est pour ça que le A, non, c'est un peu court, jeune homme, ne débute pas à la ligne, parce que pour faire l'alexandrin, il faut aller attraper le A, c'est tout, mais A, non, c'est un peu court, jeune homme, et là, on a les 12 pieds. Donc en plus, ça, j'aimerais bien que ça s'en aille, voilà. Donc, la question que je vous posais, c'était à quoi est-ce qu'on reconnaissait qu'on avait une scène dans la scène? Alors en fait, je vais aller dans le cours du chapitre 2... Bon non, en fait, c'est pas mieux. À quoi est-ce qu'on reconnaissait qu'on avait une scène dans la scène? Eh bien, on a ces fameux adjectifs. En variant le ton, par exemple, tenez. Agressif, amical, descriptif, curieux, gracieux, truculent, prévenant, etc. Alors, pour pouvoir étayer ce que vous m'avez répondu, vous m'avez dit ah ben on a une mise en abîme, on a du théâtre dans le théâtre. Absolument, c'est exactement ça qu'il faut répondre, mais il faut que vous me le prouviez. Donc, ce qui manque simplement à votre propos, c'est de le prouver en disant on a du théâtre dans le théâtre parce que ces adjectifs-là, donc agressif, descriptif, amical, curieux, eh bien, ils sont des didascalies. Voilà, ce sont des didascalies, et donc on est bien dans du théâtre. Et d'ailleurs, on a même, du coup, des guillemets pour matérialiser ce qui est dit. Donc on a comme des didascalies et comme une scène dans la scène. Et effectivement, Cyrano de Bergerac joue le rôle de quelqu'un qui lui donnerait la réplique, de quelqu'un qui se moquerait de son nom. Donc là, de son nez, pardon. On a une belle schizophrénie, si on peut dire. Cyrano se coupe en deux. Il joue celui qui donc lui enverrait toutes ses piques. Lui ne répondant pas d'ailleurs, hein, on n'a pas de dialogue véritablement, ce serait la longue énumération de multiples traits. Donc les traits, c'est les pics, les vannes si vous voulez en langage moderne. On a donc une énumération de ces multiples traits contre lui. Alors on va regarder d'un petit peu plus près ces adjectifs parce que vous allez voir qu'il y a quand même une alternance. Agressif, amical, descriptif, curieux, gracieux, truculent, prévenant, tendre, pédant, cavalier, emphatique, dramatique, admiratif, lyrique, naïf, respectueux, campagnard, militaire, pratique. Donc, vous voyez, à la façon dont je les ai lus, peut-être, on a des tons très, très forts, qui vont être très énergiques, avec des tons un petit peu plus doux et plus calmes. Alors ça, c'est pour que nous, en tant qu'auditeurs, donc on est au théâtre assis dans la salle, spectateurs, on ait une espèce d'alternance entre le et ouh, plus calme.
Parce que si on en prend plein les oreilles pendant 1 minute chrono, je n'ai pas chronométré combien, ça doit être plus que ça, la tirade du nez à réciter, 2 minutes peut-être, 1 minute 30, on va avoir la tête farcie. Donc l'idée de faire agressif et puis amical, descriptif, curieux, gracieux, on se calme, truculent, on repart, prévenant, tendre, pédant, on se calme, cavalier, c'est reparti. Emphatique, ça dépend, on peut le lire un peu de façon différente. Dramatique aussi, on peut le lire assez fort si on veut. En revanche, admiratif, lyrique, naïf, respectueux, on se calme. Campagnard, c'est reparti. Militaire aussi. Pratique, on se calme. Et parodie en pyrame, là aussi, ça va être sur un ton plus calme. Avant la dernière partie, assassine, que je vous ai lu à la fin, parce que la vidéo buguait. Donc voilà, on a une alternance qui n'est donc pas le fruit du hasard. C'est pour nous, les spectateurs, c'est aussi pour Cyrano, pour le comédien qui joue Cyrano. Il faut que lui puisse reposer sa voix, on va dire, avant de repartir à l'assaut de quelque chose de plus énergique. Donc voilà, première chose déjà, une alternance. Ensuite, il faut remarquer qu'on a, alors on va peut-être pas passer au crible toute la tirade exactement mot par mot. On a énormément de périphrases, énormément de rythme ternaire, et bien entendu, s'il y a une figure de style maîtresse dans tout ça, c'est la comparaison, la métaphore, on va dire à égalité, et l'hyperbole. Par exemple, moi, monsieur. Alors, on a aussi les monsieur, oui, pardon. Les monsieur qui sont jetés un petit peu partout. Donc, ce sont des interjections jetées au milieu du texte, monsieur, 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 ou des apostrophes. On peut appeler ça des apostrophes, bien sûr, parce qu'il apostrophe, en fait, il s'apostrophe lui-même. Puisque agressif, moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Il imagine donc quelqu'un qui lui dirait ça, et donc ce quelqu'un l'appellerait monsieur, l'apostropherait monsieur, donc monsieur c'est lui, Cyrano. Mais en même temps, bien entendu, cette apostrophe elle est double, puisque n'oublions pas, dans le jeu de mise en abîme, Cyrano s'adresse tout de même à Valvert. Donc le monsieur c'est aussi Valvert. D'ailleurs, dans les différents jeux de scène qu'on pourrait imaginer, à chaque fois que le comédien Cyrano dit monsieur, il faut qu'il aille chercher Valvert à ce moment-là, hein, même si le monsieur c'est donc lui-même finalement. Donc, on note un magnifique imparfait du subjonctif qui va permettre de faire une rime improbable avec tasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse pour boire, faites-vous fabriquer un anap. Donc là, on est dans l'hyperbole. Le anap, vous pourrez chercher, c'est une coupe à bord large parce qu'il faut que le nez rentre dedans. Donc le hyper connu, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, donc un beau rythme ternaire avec un enjambement, que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Les multiples types de phrases exclamatives, comme vous voyez là, même avec un type de phrase interrogatif ici pour relancer la dynamique, que dis-je, c'est un cap. Et donc l'hyperbole tout en gradation. De quoi sert cette oblongue capsule d'écritoire? Monsieur, en voilà un autre. Ou de boîte à ciseaux, donc là on est plutôt dans la comparaison. J'adore celle-là aussi, pas très facile à prononcer, hein. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes. Donc le préoccupate et pattes qui riment, ça c'est aussi excellent. Ici donc toujours dans l'hyperbole avec l'apostrophe monsieur. Alors lorsque vous pétunez, c'est priser du tabac. Donc quand il prise le tabac, c'est-à-dire quand il le respire et qu'il l'expire surtout, on a donc l'hyperbole feu de cheminée, pardon. Ensuite, je saute sur le petit parasol. Alors, pédant, l'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle l'hippocampe éléphantocamélos. Donc, on a Aristophane ici qui apparaît. Donc, Aristophane, c'est un auteur grec de théâtre d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Et on a un mot totalement inventé. Hippocampe éléphantocamélos, vous reconnaissez l'hippocampe, l'éléphant, et camélos, c'est le chameau. Camel, jmel en arabe, qui est devenu camel en anglais, et l'origine camélos ici, prise par Cyrano, et chameau, qui est devenu chameau chez nous. Alors ici, cavalier. Donc le cavalier, le ton cavalier, c'est celui qui n'a pas de manière en fait, qui est pas très dégrossi, un peu rustre. Quoi l'ami, ce croc est à la mode, donc croc pour crochet, pour pendre. Alors beaucoup d'élèves tous les ans disent pour prendre. Non, pour pendre. Il s'agit donc de vous figurer quelqu'un qui pendrait son chapeau
au nez de Cyrano, comme vous accrocheriez votre chapeau au crochet du vestiaire de quelqu'un. À l'époque, je vous rappelle, on sort forcément avec son chapeau. Donc la première chose qu'on va faire quand on est invité, c'est qu'en entrant chez les gens, on donne son chapeau pour qu'il soit accroché. Donc là, voilà, pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Ensuite, on a la mer Rouge, le parfumeur, le monument. Là, on est vraiment dans l'énumération très variée et toujours en hyperbole, surtout sur le monument, par exemple. Le campagnard, il est génial, donc il faut vraiment le lire avec l'accent. Hein. Et Ardais, c'est-il un nez? Nana, c'est que tu n'avais géant, ben, quelques melons nains. Donc là, Vuillermoz le fait super bien, et vraiment, il n'hésite pas. Et puis, on a donc... Oui, on a donc... Pardon. La fin qui est plus longue avec Pyrame. Alors, Pyrame et Thisbé, ça mérite un petit arrêt, on va dire. Il s'agit d'un mythe de la mythologie grecque qui n'est pas si connu que ça, mais pourtant, c'est vraiment l'origine, entre autres, de Roméo et Juliette. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas ne pas le connaître. Donc, ce qui se passe, Pyrame, c'est le garçon, et Thisbé, c'est la fille. On les a dans les métamorphoses d'Ovide, pardon. Donc, dans la légende, ils habitent Babylone, hein, ce sont deux maisons de Babylone, ils sont voisins, ils s'aiment, mais les pères des deux jeunes gens leur interdisent chacun de se voir. Donc du coup, ils se donnent un rendez-vous secret et Thisbé, donc la jeune fille, arrive la première, mais elle voit une lionne qui a la gueule en sang et donc ça la fait fuir parce qu'elle a très peur, forcément. Et quand Pyrame arrive, il voit le voile que Thisbé a laissé tomber avec les traces de sang, et il se dit, et donc les empreintes de la lionne, et il se dit, Thisbé, donc, il se dit, oui, Thisbé, ma bien-aimée, est morte. Du coup, il se suicide. Et quand Thisbé retrouve le corps de son amant, eh bien, elle se donne la mort par la suite. Donc du coup, forcément, on a, vous voyez bien, le nœud de Roméo et Juliette qui est déjà là en germe, si on peut dire. Et donc, la citation exacte, alors il faudrait que je l'ai notée. Je l'ai noté, je vais vous la retrouver. Donc c'est le voilà donc ce nez qui des traits de son maître a détruit l'harmonie, il en rougit le traître. Je l'ai peut-être écrit dans le cours, je ne sais plus. On a quasiment la même phrase, donc c'est quand Pyrame découvre que sa bien-aimée est morte. Donc ici, la tirade du nez se termine vraiment, on va dire, en apothéose par une citation de la graine germée qui deviendra Roméo et Juliette, donc juste d'après les métamorphoses d'Ovide. Alors, à propos de Roméo et Juliette, ça ne vous a peut-être pas échappé, il y a donc attendez que je ne me trompe pas, dans l'acte 3, qui se passe chez Juliette, on a une scène, chez Roxane, pardon, on a une scène du balcon. Donc, oui, pardon, j'ai pas fait le lien aussi. Madeleine, la cousine, c'est Roxane, hein, c'est la même, c'est juste qu'elle a pris un nom un peu plus fun, Roxane, parce qu'elle n'aime pas son prénom, Madeleine. Donc, on a une scène du balcon avec Roxane, alias Madeleine, ou l'inverse, et qui est donc évidemment un clin d'œil à Roméo et Juliette. Alors voilà, en même temps, j'ai retrouvé la citation, c'est donc « Ah, voici le poignard qui du sang de son maître s'est souillé lâchement, il en rougit le traître. » Voilà, donc ce sont ces vers-là qui ont inspiré cela. Et donc, après les guillemets, forcément, la mise en abîme est terminée. Le personnage que jouait Cyrano, à savoir le personnage de celui qui lui en met plein la tête sur son nez, se tait, et c'est le véritable Cyrano qui reprend la parole, d'où une espèce de tiret interne qu'on a ici. Et donc, quand Cyrano reprend la parole, c'est cinglant. Voilà ce qu'à peu près mon cher. Donc là, on a à nouveau une apostrophe, mais celle-ci, elle est sans équivoque. Elle se dirige bien entendu vers Valvert. Vous m'auriez dit, on va avoir énormément de conditionnels passés. Vous savez, on l'a étudié, le conditionnel passé, c'est l'expression du regret, ce qui n'a pas pu avoir lieu. Donc, ce que vous m'auriez dit, bah oui, sauf qu'il ne l'a pas fait. Si vous aviez un peu de lettres et d'esprit, alors là,
La concordance des temps n'est pas respectée, on aurait dû avoir si vous aviez eu un peu de lettres et d'esprit. Sauf que pour des questions de pied, le participe passé a sauté. Ça ne nous empêche pas de comprendre la phrase quand même. Mais d'esprit, au le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. On se souvient, ce mot atome n'est pas lancé pour rien, puisque Cyrano de Bergerac est un physicien. Et de lettres, jeu de mots, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot. Alors, pourquoi jeu de mots? Parce que les lettres, il y a le jeu de mots sur les lettres ABC, et pour les lettres S, O, T ici, mais quand on dit que quelqu'un n'a pas de lettres, ça veut dire qu'il n'est pas lettré, ça veut dire qu'il n'a pas de culture littéraire. Donc aujourd'hui, on parle de quelqu'un qui serait illettré, mais à l'époque, on disait « Ah, vous n'avez pas de lettres », ça veut dire « Vous n'y connaissez rien en littérature ». Donc ici, il y a un double sens, une polysémie sur « Vous n'avez pas de lettres », ça veut dire « Vous ne savez pas parler », et effectivement, il n'a aucune culture littéraire, il ne sait pas parler, il ne sait dire que vous avez un nez très grand », et en même temps, donc, le jeu de mots sur « Il n'a que trois lettres, S-O-T ». Alors là, vous n'avez que les trois qui forment le mot « sot ». Là, c'est l'équivalent de la déclaration en duel directement. Hein. Mais il continue, comme si ce n'était pas suffisant. Eussiez-vous eu d'ailleurs. Donc là, le eussiez vaut comme un auriez-vous eu d'ailleurs, comme un conditionnel passé, sauf que c'est une forme donc du subjonctif imparfait. Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries. Donc la phrase ici, elle est un petit peu alambiquée. C'est eussiez-vous eu l'invention qu'il faut, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié. C'est-à-dire, si vous aviez eu l'invention qu'il faut, de toute façon, vous n'auriez pas pu articuler le quart de la moitié. Voilà comment la phrase se constitue. Donc, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une car. Donc là, le fait de mettre car à la rime, c'est proprement génial, dans le sens où on va donc s'arrêter sur cette conjonction de coordination de la cause, qui n'a pas l'habitude d'être à la rime forcément, et on va pouvoir surtout débiter à une vitesse folle jusque-là, s'arrêter au car et repartir de plus belle. Je me les sers moi-même, et insister peut-être là-dessus, avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Et donc on a verve à la rime, bien entendu, qui est peut-être, et le serve qui doit être absolument cinglant et sanglant dans cette dernière phrase. Donc c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler le coup de grâce du pauvre Valvert. Ensuite, donc, on sait, Valvert qui ne peut pas répondre parce que il ne sait pas parler, on l'a dit, il est lettré, il ne va répondre que sur les habits. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait pitié celui-ci alors. Donc il dit « Ah oui, alors, en gros, Cyrano, il est mal habillé, hein, il n'a pas de gants, il n'a pas de ruban, etc. » Donc là, Cyrano le crucifie avec une grosse métaphore filée sur ah oui, toi, t'es bien habillé, moi, je suis bien habillé moralement, hein, dans ma tête. Mais par contre, oui, si j'ai des bottes sales et un habit pas terrible, ça m'est égal. Et puis ensuite, cette tirade qui est la déclaration en duel proprement dite, je n'ai pas de gants, la belle affaire, il m'en restait un seul d'une très vieille paire, lequel m'était d'ailleurs fort important, c'est-à-dire qu'il me gênait beaucoup, je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un. Ça, c'est génial. Donc il dit, ouais, je vais donner un grand coup de gant. Et comme vous le savez à l'époque, c'est la déclaration en duel. Là, c'est la tirade dont je vous parlais déjà hier, je ne vais pas y revenir. Donc le pauvre vicomte en vient aux insultes. Ça, c'est le signe qu'il a perdu. Quand on ne peut plus riposter autre chose que des insultes, c'est que c'est fini. Ça vous sert aussi dans la vie de tous les jours. Hein. Si vous êtes en discussion avec quelqu'un et qu'il se met à vous insulter, mais vous pouvez le regarder avec hauteur et être narquois en disant ouais, c'est tout ce que tu as à me dire, ça y est, t'en viens à dire des insultes, donc je ne dirais pas d'insultes modernes aujourd'hui, mais voilà, donc le pauvre vicomte, c'est la défense des faibles que d'insulter, il ne sait pas aligner trois mots, et donc ce qui est génial, c'est que même dans les insultes, Cyrano le coiffe au poteau en rétorquant cette tirade magnifique, vraiment Rostand est un génie, et moi, Cyrano, Savinien, Hercule de Bergerac, le pauvre vicomte, là, il n'a vraiment plus rien. Donc ça va se terminer très mal pour lui, comme vous savez déjà. Voilà donc, tout ceci est dans notre chapitre 2, que je vous affiche là. Hop. Donc dans le chapitre 2, je vous avais copié le texte, mais en fait finalement je vous l'ai montré directement dans Wikisource, c'était peut-être plus simple. Et donc en dessous,
On a tout ce que je viens de vous dire. Donc, j'ai écrit quelques lignes sur la petite tirade du nez, avec des mots donc importants, mais que vous connaissez en réalité déjà, les énumérations, péjoratifs, mélioratifs, les périphrases, le panache. Alors, ce truc qui revient m'agace. Le panache, donc, c'est l'élégance morale, c'est la verve et la façon aussi de peut-être de montrer qu'on manipule le langage avec élégance. On a donc des accumulations, autodérision. J'ai prononcé ce mot, hein, ça c'est vraiment important à retenir. Le fait de pouvoir se moquer de soi-même, qui est bien sûr une grande preuve d'intelligence. Là, je parlais de preuve de bêtise. La bêtise, c'est insulter les autres parce qu'on n'a rien à dire. Et l'autodérision, au contraire, être capable de se mettre soi-même en miroir et de se critiquer soi-même pour faire rire, ça c'est une preuve d'intelligence. Pensez-y aussi pour votre vie de tous les jours, même si étant tous loin les uns des autres, on n'a plus tellement de situations qui peuvent se passer comme ça dans une cour de récréation, plus tellement de situations d'autodérision de ce genre. Ensuite, donc, l'alternance des adjectifs, j'en ai parlé avec vous. Donc, la mise en abîme, les didascalies, les apostrophes, tout ça, je l'ai évoqué. Et je vous ai mis ici quelques petits rappels de mots un peu compliqués éventuellement. Et ça, c'est ce qu'on a dit hier, la mise en abîme suivante qui arrive, donc de la poésie octosyllabe à l'intérieur du théâtre. Donc, autrement dit, comme toujours, on en dit beaucoup plus que ce qu'on écrit. Voilà. Et je ne vous dis pas à chaque fois, mais tout ça n'est pas à recopier, hein. Vous avez tout dans votre drive, donc le fait d'écouter les vidéos, c'est déjà bien suffisant. Voilà, pour demain, je vous ai donné les exercices, donc c'est tout bon. Bon mardi et à bientôt.